www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Bientôt la construction d'un palais de musée en RDC. Les députés de la Corée du Sud l'ont annoncé au président de l'Assemblée nationale. Tous contre la criminalité pharmaceutique, tel est le thème retenu pour la 4e édition du Salon de la pharmacie ouvert à Kinshasa ce mercredi. Avant son concert de Zénith de Paris, JB Mpiana a été reçu ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale et le ministre des Affaires étrangères. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivrez en fin de journal une page magazine sur la remise des équipements et des médicaments par le PARS au Maniema. La Corée du Sud va construire prochainement un palais des musées à côté du palais du peuple. Des députés sud-coréens l'ont annoncé ce mercredi au président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku. C'est un reportage de Laïn Bofandombungu et Blaise Lunda. La République de Corée du Sud veut renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo dans le domaine technologique et commercial. Ceci se justifie par l'audience que le président de la Chambre du Parlement a accordée aux élus de Corée. Les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, à savoir l'invitation l'année prochaine à Séoul du président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, le projet de construction d'un palais des musées sur le boulevard Triomphal. L'occasion a été également propice pour le chef de la délégation et président du groupe d'amitié Corée-RDC de relever l'existence de liens d'amitié qui a toujours lié les deux parlements. Comme ça, en 2014, comme dans le premier semestre, M. Minako, monsieur honorable, il va visiter notre pays. Toujours l'enforcement d'amitié, l'enforcement de relations des pays, et puis échange de connaissances économiques et technologiques. Actuellement, la première chose que nous enforçons, c'est la construction de nouveaux musées nationaux. Cette audience a eu lieu en présence des députés nationaux, membres de la Commission Relations extérieures. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les relations sont au mot fixe. Il y a un partenariat qui va être développé avec la République de Corée. Après leur audience, les élus de Corée du Sud vont effectuer plusieurs visites dans la capitale Kinshasa. Question de promouvoir et conserver les patrimoines culturels de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment du site où sera érigé l'immeuble devant abriter les musées de la RDC. Obama Minaku a également reçu JB Mpiana, les leaders de l'orchestre Wenge Musica BCBG étaient venus faire au speaker de l'Assemblée nationale le compte rendu des préparatifs du concert qu'il prépare pour les Zénith de Paris. Ce week-end, JB Mpiana tient à ce que les autorités congolaises puissent les soutenir dans cette initiative. Il a tenu les mêmes propos au ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qu'il a également reçu. Mercredi 18 décembre 2013, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a reçu en audience en sa résidence de Montfléry l'artiste et musicien JB Mpiana qui va livrer un concert samedi 21 décembre au Zénith de Paris. Le ministre Tshibanda lui a rassuré qu'il est en contact avec l'ambassade de la RDC à Paris pour les dispositions sécuritaires. J'étais venu le voir comme celui qui est le ministre qui gère les ambassades congolais à l'étranger. Par rapport à mon concert, personne n'ignore que j'ai un concert au Zénith de Paris ce samedi. Je voulais quand même avoir le soutien de l'autorité pour que tout se déroule bien et avoir quelques conseils. Même son de cloche le mardi 17 décembre au Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, a donné des garanties à l'orchestre BCBG, à encore l'artiste et musicien JB Mpiana. Vous savez, en ce moment, les artistes sont vraiment un peu déstabilisés par rapport aux productions. J'étais venu le voir comme si c'est lui le président de l'Assemblée, ou c'est lui qui fait le pont entre le peuple et l'État congolais. JB Mpiana a saisi cette opportunité pour féliciter le président de la République pour la victoire militaire des forces armées de la République démocratique du Congo sur les rebelles du M23.
Essentiel du sommaire, merci de choisir Télé 50. Doit-on croire à la disparition complète de la rébellion du M23? Eh bien oui, puisque militairement et même politiquement, ce groupe rebelle n'existe plus. Et les dernières conclusions du processus de Kampala le prouvent sur papier. Cependant, le Rwanda serait une nouvelle fois en train de redonner vie à cette rébellion dont certains responsables se sont réfugiés à Kigali. C'est ce que croient en tout cas les experts de l'ONU dans un rapport tenu encore confidentiel. Claude Biringanini. Ce sont ces mêmes experts de l'ONU, auteurs de plusieurs autres rapports publiés au cours des derniers mois sur la région des Grands Lacs. Depuis toujours, ils ont eu à dénoncer, preuve à l'appui, le soutien du Rwanda et de l'Ouganda aux groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC, et principalement le M23, récemment démantelé d'abord militairement, suite à une vigoureuse offensive des forces armées de la RDC, et puis politiquement, en croire les conclusions des pourparlers de Kampala, sanctionnées par des déclarations comme le voulait Kinshasa, à la place d'un accord sur lequel tenait le mouvement rebelle. Mais pour le Rwanda, la partie semble n'est pas encore terminée. Kigali a été cité une nouvelle fois dans le rapport final des experts de l'ONU, encore confidentiel, mais dont certains médias ont pu se procurer des copies. Le rapport affirme non seulement que les rebelles du mouvement du 23 mars ont bénéficié d'un soutien continu de Kigali lors des dernières offensives des FARDC, mais surtout qu'ils ont continué à recruter au Rwanda après leur défaite militaire sur terrain par l'initiative de Kigali. Un rapport qui vient donc confirmer ce que les autorités congolaises n'ont cessé de dénoncer, notamment l'attitude protectrice du Rwanda et de l'Ouganda envers l'OM23, esquivant toute demande de Kinshasa d'arrêter et d'extrader les responsables de cette rébellion qui ont trouvé refuge dans ces deux pays. Direction l'Assemblée nationale, le président de cette institution législative, Aubin Minaku, a reçu en audience une délégation des élus de la République sœur, la Corée du Sud. En visite de 48 heures en République démocratique du Congo, cette délégation a confirmé l'invitation d'Aubin Minaku à Séoul pour l'année 2014. Crispin Chibasso. Il est 10 heures. La délégation des élus du peuple de la République de Corée franchit la porte du bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko. Accompagné de l'ambassadeur de Corée du Sud en RDC, la délégation conduite par le président du groupe d'amitié Corée-RDC a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais en présence du président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Plusieurs projets économiques ont été présentés au cours de cet échange. C'est la première fois que délégation du Parlement national coréen, nous sommes ici comme la première fois, comme nous avons l'intention d'échanger nos expériences de la croissance économique avec RDC Congo. Nous allons donner beaucoup de connaissances technologiques et économiques en RDC Congo. Les relations entre les parlements de la République de Corée et l'Assemblée nationale sont au beau fixe et les échanges entre groupes d'amitié parlementaires sont fructueux. Présidé par l'honorable Nkumu Frey, le groupe d'amitié RDC-Corée milite pour accentuer les échanges d'expériences. Il y a un partenariat qui va être développé avec la République de Corée et ils sont venus nous en parler et nous soumettre quelques projets. Le président Minaku a pris acte de cela. C'est comme ça qu'il leur a dit qu'au premier trimestre de l'année prochaine, il va personnellement effectuer une visite en Corée pour essayer de renforcer cette amitié entre nos deux pays. Diplomatie parlementaire, Aubin Minaku ne ménage aucun effort pour s'ouvrir au monde et permettre l'établissement des relations fructueuses avec le Parlement d'autres cieux. Après la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud s'ajoute à la vision d'Aubin Minaku, celle de promouvoir la diplomatie parlementaire. Je vous l'annonçais au sommaire, il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa la 4e édition du Salon international de la pharmacie au Congo, SIFACO. De nombreux pharmaciens nationaux et du Congo-Brazzaville se sont réunis afin de réfléchir sur la question de la criminalité pharmaceutique. Et donc pendant 3 jours, 3 ateliers seront consacrés à la question et pourront permettre à chacun des participants de mieux cerner le problème, comprendre les stratégies de lutte et acquérir quelques informations pratiques. Charlotte Ibouaba. Avec ses 70 millions d'habitants, des maladies et des épidémies qui surgissent presque à chaque trimestre, la RDC constitue un marché fructueux dans le domaine pharmaceutique, mais seulement
le pays se trouve confronté au phénomène de contrefaçon de médicaments. Et ces dernières années, l'on enregistre une recrudescence de ces fléaux, d'où la tenue de ces salons internationaux qui réunit les pharmaciens de la RDC et du Congo-Brazza. Ici, il est question de cerner les contours de ce phénomène mondial qu'est la criminalité et aussi de définir les stratégies de lutte. Le pharmacien qui est au dépôt, ou bien à l'officine ou bien à l'industrie pourra peut-être avoir quelques informations qui pourront lui permettre qu'au niveau de son officine ou de son dépôt, il puisse être en mesure de contrôler la situation afin que les problèmes de la contrefaçon ne puissent pas submerger. Mais je pense que la population aura beaucoup à gagner lorsque aujourd'hui tout le monde est armé à pouvoir éliminer les médicaments qui autrefois pouvaient entrer facilement dans les dépôts, dans les pharmacies, sans que personne n'en fasse attention. Et pour ces pharmaciens représentant la délégation du Congo-Brazza, un plan d'éradication s'impose à tous. Il faut, dans nos pays, à savoir Brazzaville et Kinshasa, et bien d'autres pays d'Afrique, il faut mettre fin à la contrefaçon des médicaments. Il faut mettre fin aux médicaments sous-dosés, faiblement dosés, faussement étiquetés, et ainsi nous pouvons vaincre la criminalité. Après le mot d'ouverture, les firmes pharmaceutiques opérant en RDC ont exposé produits et services de l'univers pharmaceutique et une table ronde autour de la question a été organisée. Et puis le ministère des Mines a eu une nouvelle délégation syndicale. Une équipe de 8 personnes dans l'installation a eu lieu dans l'enceinte du secrétariat général des Mines, ici à Kinshasa. Elle aura pour mission de défendre les intérêts des employés de ce portefeuille, mais aussi veiller au bon fonctionnement de ce dernier. Appel nominal, et les voilà. Ce sont eux qui composent la nouvelle équipe syndicale du ministère des Mines. Un des portefeuilles au rôle primordial dans l'économie du pays. C'est une joie pour nous et nous voulons considérer que cette installation doit être le ferment, le début de la prise en compte des recommandations qui ont été faites par la délégation syndicale, la formation, les permanents et surtout la fonction publique. Notre ministre de la fonction publique qui a demandé à ce qu'il y ait au sein de l'administration publique des délégués élus. Une cérémonie d'installation à laquelle plusieurs employés de ce portefeuille ont pris part, eux qui attendent beaucoup de cette nouvelle délégation syndicale déterminée à changer la donne. Alors nous, c'est les amis, les cadres et agents de mine qui ont fait que nous puissions gagner ces élections. Alors, ils nous ont mis bien à l'épreuve pour que je puisse être élu comme président. Les domaines des mines est l'un des plus juteux du pays, mais qui exige beaucoup de délicatesse dans la gestion. Il faudra désormais compter aussi avec cette équipe syndicale pour la bonne marche de ce secteur. Parlons économie dans ce journal, la taxe sur la valeur ajoutée ne serait plus l'unique instrument pour maximiser les recettes. En Afrique, elle est aujourd'hui présente dans 48 États dans la République démocratique du Congo, mais ses résultats restent pour le moins mitigés. Athanase Matenda, ancien ministre des Finances de la RDC, propose une piste innovante qui serait complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et qui révolutionnerait l'économie mondiale. Vendredi 15 décembre 2013, nous sommes à l'université Panthéon-Assas, Paris 2. C'est ici que la taxe sur la valeur ajoutée a été passée au peigne fin. Au centre du débat, la thèse de doctorat soutenue par l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, devant un jury, et non le moindre. Il y a certes des difficultés lors de l'introduction de la TVA au Congo, mais ces difficultés ne sont pas nouvelles pour la RDC. Pratiquement tous les pays d'Afrique, même les pays d'Europe qui ont introduit la TVA sont passés par ces difficultés-là. C'est ce qui justifie le fait qu'il y a des pays qui ont introduit la TVA, qui l'ont retiré, qui ont introduit, qui l'ont retiré, de va-et-vient. Donc les difficultés sont réelles. Au centre de la problématique de la thèse, la République démocratique du Congo. La réflexion critique menée par Athanase Matenda a débouché sur une proposition innovante, les droits des douanes déductibles. Explication d'un membre du jury totalement convaincu par l'idée des droits des douanes déductibles. Les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si la RDC inscrit
la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord par exemple avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement, tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, automatiquement, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. Si la RDC décidait de mettre en œuvre cette nouvelle technique, elle serait à la tête d'une vraie révolution, estime Athanase Matenda. Le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en droit de l'université Panthéon-Assas, dans le cadre de l'école doctorale Georges Vedel, avec la mention très honorable, à laquelle nous avons rajouté les félicitations du jury, et avec l'autorisation expresse de publier cette thèse. Toujours dans ce chapitre, il est temps pour certaines personnes ou chefs d'entreprise de remettre des cadeaux à leur entourage ou collaborateurs. C'est le cas à l'Office de voirie et drainage où l'administrateur directeur général de l'entreprise Benjamin Wenga a remis des dons aux retraités, un geste d'amour qui démontre la considération et le respect envers ses agents qui ont tout donné pour la bonne marche de l'entreprise. La cérémonie a eu lieu à la direction générale de l'EVD en présence du président du conseil d'administration. Ces congélateurs ne sont pas en vente, mais au contraire, ils seront donnés comme cadeau à ces retraités de l'Office de voirie et drainage, un don de la DG Benjamin Wenga. Je vous exhorte l'amour et l'humilité, tout simplement parce que l'humilité précède la gloire. Retenez que l'humilité précède la gloire et en revanche, l'orgueil précède la chute. L'initiative est salutaire, d'autant qu'elle correspond avec le fête de fin d'année, d'où ces remerciements. Je tiens à remercier le conseil d'administration, le comité de gestion, la délégation syndicale et toute la famille OVD pour cette manifestation organisée pour notre sortie officielle en retraite. Pour le PCA, ces gestes attestent l'amour d'un père pour sa famille. Même le dubitatif y croit. Lorsqu'on a la volonté, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà pourquoi je me mets ici en train de féliciter encore une fois le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Mais nous allons quand même demander, mais aussi à différents gouvernements provinciaux, qu'on puisse continuer à appuyer financièrement et matériellement de manière très consistante l'Office de voirie et drainage. Je crois que lorsqu'on met des moyens suffisants à notre disposition, nous serons capables de transporter les montagnes. Pour cette année 2013, les sondages classent l'Office de voirie et drainage parmi les entreprises qui ont appliqué à la lettre la révolution de la modernité par des réalisations à impact visible. Nous vous en parlions hier sur notre plateau. Eh bien, le barrage d'Inga 3 plus précisément, et sera probablement un consortium d'un financement, disons, en interne et à l'extérieur du pays. De même, la consommation de l'énergie générée par ces barrages n'ira pas seulement qu'à la République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, Jean-Louis Miersekama revient dans cette analyse sur les enjeux de Inga 3. Ce site va devenir dans quelques années le cœur énergétique de l'Afrique, voire son poumon. Et cette énergie pourra même dépasser les frontières du continent. Il y a d'abord Inga 1 avec ses 351 mégawatts qui est entré en fonction en 1972. Il y a ensuite Inga 2 avec ses 1400 mégawatts qui est devenu opérationnel en 1982. Ces deux barrages ne fonctionnent pas à plein régime, loin de là. Mais ce site naturel peut offrir plus de mégawatts, jusqu'à 39 000 mégawatts si toute la chaîne de barrages venait à être construite. En plus d'Inga 3, avec sa capacité projetée de 4 500 mégawatts, 5 autres barrages devront être construits pour arriver jusqu'à Inga 8. Inga 3 va être construit dans la vallée de Bundi. Il aura essentiellement pour fonction d'alimenter en énergie électrique l'Afrique australe. Les États, les organisations internationales et même les entreprises se bousculent déjà au portillon. Il y a 12 milliards de dollars à réunir pour Inga 3. Il revient donc à la RDC d'avoir le leadership de ce projet et d'avoir surtout la minorité de blocage en cas de problème. Et il y a urgence. La RDC, comme l'Afrique, enregistre un véritable déficit énergétique. Or, sans énergie, il ne peut avoir ni le développement de la RDC, ni celui du continent.
Après la visite des Inga, Rachid Shah a visité aujourd'hui la Fédération de centrales d'approvisionnement des médicaments essentiels située dans la commune de Barumbu. L'occasion pour les directeurs de l'USAID de s'assurer du respect des normes de stockage et d'approvisionnement en médicaments. Reportage de Patricia Bassois. Dans le cadre de la mise en œuvre du développement sanitaire 2011-2015, une nouvelle politique d'approvisionnement en médicaments essentiels a été définie en République démocratique du Congo. Basée sur la centralisation des achats et la décentralisation de la gestion de stock des médicaments, ainsi que leur distribution aux zones de santé à travers un réseau de centrales autonomes sur le plan juridique et gestionnaire, ainsi se résume la demande du ministre de la Santé, Dr Félix Kabange. Les faiblesses actuellement observées résident dans la capacité logistique en termes de stockage de médicaments selon les normes internationales. La République démocratique du Congo compte donc sur l'appui de l'USAID pour la matérialisation de ce vœu, celui d'établir un système unique de centralisation et de décentralisation. Après la visite, les deux parties ont eu un entretien dans la salle de réunion du Programme national d'approvisionnement en médicaments. Le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé passe à justement appuyer 8 zones de santé du district du Sud Maniema à travers une dotation en matériel roulant, médicaments et kits informatiques. C'est donc de la Banque mondiale, certes, à moderniser la gestion dans les zones de santé et à améliorer la supervision au sein du district sanitaire. Reportage de Polydore Ngaziami. Le Maniema est l'une des provinces dont les populations constituent la cible des actions du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS. Et grâce au 3e financement que ce projet a reçu de la Banque mondiale, 8 zones de santé de cette province viennent de bénéficier d'un appui en équipement et en médicaments. Il s'agit précisément de 8 zones de santé du district du Sud Maniema. Le coordonnateur de l'UCP PARS, le docteur Jacques Wangata, s'est personnellement déplacé pour remettre ces équipements et médicaments. Kindu, chef-lieu du Maniema, a constitué la première étape de sa mission. La cérémonie de remise est intervenue au lendemain de l'arrivée de la délégation du PARS à Kindu. Devant l'hôtel du gouvernement provincial, le coordonnateur de l'UCP PARS a circonscrit le cadre de ce don avant de rappeler la mission du PARS et d'exhorter les autorités et la population du Maniema à placer la planification familiale en ordre utile. Le programme de planning familial doit être inscrit en ordre utile tel que recommandé par le gouvernement afin que nous puissions dans 50 ans, dans 60 ans, avoir une population qui est active, mais une population utile pour le développement de notre pays. Avec cette dotation en Jeep Toyota 4x4, en moto, en matériel informatique et en médicaments, la population de Kindu n'a eu que des remerciements à l'endroit de la Banque mondiale et du PARS. Nous sommes soulagés avec la Banque mondiale qui nous a apporté les médicaments. Nous remercions Dieu pour ça. Nous, les enfants du Maniema, nous sommes très contents des actions du projet PARS ici. Nous sommes aussi contents de la Banque mondiale qui doit toujours soutenir le projet PARS qui nous apporte le soulagement dans les domaines sanitaires, que son aide puisse continuer. Après l'étape de Kindu, la délégation du PARS s'est rendue à Kassongo, à 290 km du chef-lieu, pour la même cérémonie. La cérémonie a eu 3 temps forts. Le discours du représentant du médecin inspecteur provincial, celui du coordonnateur de l'UCP PARS et la remise des clés de contact et médicaments. La remise symbolique des clés de contact, des médicaments et des tests de diagnostic rapide de la malaria, sans oublier les kits informatiques, s'est déroulée entre le coordonnateur de l'UCP PARS et le ministre provincial de la Santé du Maniema qui a rassuré. Merci de nous rejoindre sur BioOne Télévision pour cette grande édition d'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, des opportunités d'affaires sont ainsi présentées aux investisseurs et consommateurs congolais désireux d'aller recycler leurs capitaux au Cameroun ou d'importer des marchandises qui y sont fabriquées. C'est donc un acte fondateur qui est posé dans le sens de découverte de cet État de l'Afrique centrale. Christian Elongo était à la foire internationale de Kinshasa. La coopération économique et commerciale entre le Cameroun et la République démocratique du Congo reste en deçà des riches potentiels qui regorgent. Les journées économiques et commerciales camerounaises qui se tiennent à la Fikine est une manière pour faire découvrir des ressources et faire saisir des opportunités d'échange. Et ces journées s'inscrivent en droit ligne de la politique
d'intégration économique de la région de l'Afrique centrale qui nous permettra, à nous, les Camerounais, de sortir des sentiers traditionnels qu'étaient l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Le Cameroun sera représenté durant 5 jours dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, les textiles ou encore la pharmacopée. Je connais que mon produit est spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà amené ça au ministère des Recherches scientifiques. Bon, les techniciens du laboratoire de l'IMPM à Minrésie, on travaille sur ça pour extraire ça fait en capsule. C'est après l'examen qu'il m'a dit que ça travaille pour les hommes et pour les femmes. Express Union, c'est une agence, comme vous l'avez dit, camerounaise, qui est implantée ici au Congo en RDC depuis l'année 2009. Ils œuvrent, nous sommes déjà dans presque toutes les provinces de la RDC. Nous œuvrons dans le domaine des transferts d'argent, dans l'envoi rapide et fiable d'argent. Au niveau de la sous-région CEMAC, le Cameroun tient la tête de file. Et vous savez, parce que nous avons l'habitude de tenir dans la tête de file, nous avons compris qu'il faut un réchauffement des relations économiques avec la RDC à travers le commerce, d'où l'organisation de ces journées économiques. Vous voyez, il y a une présence camerounaise, mais elle aurait pu être plus nombreuse. Ça veut dire que les Camerounais veulent véritablement développer les affaires avec la RDC. Ces premières journées économiques et commerciales entre le Cameroun et la République démocratique du Congo s'inscrivent dans une démarche d'ensemble consistant à dynamiser la coopération bilatérale dans sa globalité. Les journées économiques et commerciales camerounaises en RDC ont plusieurs objectifs. Elles permettront en effet de mieux faire connaître les produits made in Cameroun sur le marché congolais et de procéder à une évaluation objective et sereine de notre coopération économique et commerciale. Pour cette démarche, le gouvernement de Paul Biya exécute un programme de grandes réalisations qui a été élaboré pour faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Eh bien, la République démocratique du Congo et le Cameroun ont aussi en commun la dotation en forêt tropicale dense, une ressource qui est malmenée au Congo. Kinshasa, dans la mesure où l'exploitation du bois est pratiquée en violation de la réglementation, d'après la coalition nationale des luttes contre l'exploitation illégale du bois, une plateforme multi-acteurs composée des agences de coopération multilatérale, la Fédération industrielle du bois et les ONG internationales de conservation de la société civile environnementale, saisie de deux cargaisons des bois congolais en Allemagne, le décret du Premier ministre portant création du Fonds national des promotions du service social figure parmi les sujets phares traités à l'issue de la réunion de ce mercredi 2013 qui aura été une année catastrophique en la matière selon les conclusions de cette rencontre. Nous avons reçu les documents justement des lots concernés et que nous avons pu jeter un coup d'œil et qui ont montré certaines failles. Donc maintenant évidemment l'administration doit prendre ses responsabilités, compléter, examiner et donner sa position. Le ministère de l'Environnement qui a en charge la forêt dans ses attributions et qui devrait lui édifier par rapport à tous les efforts que les partenaires internationaux et la société civile et le secteur privé ont fait pour qu'il y ait aujourd'hui des dispositions de partage des bénéfices entre les communautés locales et peuples autochtones et les entreprises forestières. Le même gouvernement qui a pensé à faire du patrimoine forestier un moyen pour le développement de ces communautés, aujourd'hui, par les biais du Premier ministre, on publie un décret qui va à l'encontre de ce qui a été publié par notre ministère. Nous disons non en tant que coalition, non, alors non à cela. La situation des enfants dits de la rue, communément appelés Chégué, interpelle les cœurs sensibles à l'instar de l'ONG Locolé qui s'engage à s'investir pour leur cause. Divers types d'encadrement seront organisés à leur faveur par le partenaire américain de la formation au métier. Des séances culturelles seront également associées à toutes ces activités. Corinne Saboui. Plus de 40 000 enfants dits de la rue sont recensés à travers le pays, dont 20 000 à Kinshasa.
Un tableau sombre qui ne cesse de grimper la flèche pour diverses causes. Au-delà de ces indicateurs au rouge, les initiatives ne tarissent pas afin de conscientiser l'opinion publique sur la question. L'unité de gestion du projet d'enfants dits de la rue vient de nouer un partenariat avec Search for Common Ground dans le but d'inverser la tendance. À travers ce partenariat, il est question pour Search for Common Ground d'assurer des productions radio-télévisées, des émissions sur les enfants dits de la rue, des tables rondes, des animations, des interviews et aussi un journal spécial que nous allons baptiser Journal de l'enfant, un journal présenté et produit par les enfants en faveur de l'enfant. Ce projet EDR, appuyé financièrement par la Banque mondiale, bénéfique pour 9000 enfants, actuellement dont 4200 scolarisés et 1054 réinsérés au sein de leur famille, se veut vider nos rues de ce fléau. Nous avons peur, une fois que l'enfant est réinséré dans la famille, qu'il y ait un cas de rechute. Et pour pallier ces cas de rechute, nous avons des suivis post-réunification. Il faudrait continuer cette démarche pendant au moins 6 mois. Et pendant ce travail, nous avons mis l'enfant à l'école, nous l'avons mis soit en situation d'apprentissage professionnel, et c'est cet accompagnement qui permet à la famille finalement d'ouvrir les portes pour le retour de l'enfant. Pour les bénéficiaires honorés par la cérémonie, ces derniers ont invité leurs collègues à les imiter. Les enfants qui sont dans la rue, je vous demande d'aller dans des centres de rééducation, qu'on puisse vous rééduquer. Moi aussi j'avais les mêmes habitudes comme vous, mais en fait j'ai un peu changé. Je suis devenu un autre David. Pas celui qui était dans la rue, mais je suis amoureux. Cette rencontre a été ponctuée par la projection du tout premier journal télévisé des enfants dits de la rue, produit et présenté par eux-mêmes. Beaucoup reste encore à faire pour que la RDC atteigne les objectifs du millénaire, notamment les objectifs 4 et 5. Et pour solliciter davantage l'implication de tous les experts de la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé publique poursuit avec la collaboration de ses partenaires techniques et financiers des efforts inlassables en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte de ces objectifs. C'est un reportage signé Patricia Panzo et fils Matundo. Les experts du secteur de la santé de la mère et de l'enfant s'étaient réunis ce mercredi afin de présenter l'état d'avancement du cadre d'accélération de OMD, notamment l'objectif 4 et 5. La réunion de la Task Force SMNE révèle qu'il faudrait conjuguer beaucoup d'efforts afin de réduire la mortalité maternelle et infantile pour les 2 prochaines années. Il faut dire que nous n'étions pas sur la bonne voie, raison pour laquelle on a initié un nouveau cadre d'accélération. Les tableaux qui ont été présentés montrent à suffisance que les interventions telles que menées jusqu'à ce jour, si on devait continuer dans cette même façon de faire, on arriverait jusqu'aux années 2035, et même au-delà, sans atteindre les résultats. Étant donné que la République démocratique du Congo n'est pas sur la bonne voie, les experts réfléchissent ensemble pour des résultats probants. L'équipe de la coordination a mis les stratégies pour réduire, pour accélérer. Ce sont ces stratégies que nous avons présentées. Et nous devons réduire, nous devons sauver 430 000 enfants dans 2 ans, pour que nous atteignions d'abord l'objectif 4, qui est la réduction de la mortalité maternelle. Et nous devons sauver 9 700 femmes pour que nous atteignions en fait l'objectif. Il faut dire que le chaos, une stratégie mise en place par le ministre de la Santé publique, a ciblé 5 zones de santé pilotes sur les 515 que compte la République démocratique du Congo avant son extension dans tout le pays. L'amélioration du climat des affaires, le rétablissement de l'équilibre national, autant de vœux formulés par l'ambassadeur du Canada qui a présenté ses adieux aujourd'hui au Premier ministre Matata Ponyo. Bibi Chungua sur les images de la primature.
c'est un travail pour lequel on est associé depuis déjà longtemps et pour lequel et ma succession et la personne qui va prendre ma place et la nouvelle équipe qu'on a ici au Canada pourront travailler en étroite collaboration avec l'équipe gouvernementale dirigée dans le contexte actuel par le premier ministre Matata. Beaucoup de tristesse parce que j'aime ce pays ici. Je vois qu'il se fait beaucoup d'efforts à l'heure actuelle pour réduire la pauvreté qui existe toujours un peu partout. Mais les engagements qui ont été pris pour faire du pays un pays certainement émergent en 1930, une économie développée en 2050. Est-ce que j'ai dit en 2030, j'espère? En 2050, une économie développée, une économie à revenu intermédiaire déjà en 2016. Ces engagements-là qui sont pris sont réalistes et je pense que si on pouvait maintenir la croissance au cours des dernières années, 7-8 dernières années, on a maintenu une croissance à 6%, mais si on pouvait aller dans le double digit pour les 5-6 prochaines années. C'était donc des propos de l'ambassadeur du Canada recueillis par nos confrères de la primature. Pendant ce temps, le gouvernement provincial du Nord Kivu a désormais son budget pour l'exercice 2014. Ce budget est estimé à plus de 196 milliards de francs congolais. Il a été adopté par les élus provinciaux du Nord Kivu lors de la plénière de ce mercredi. Patrick Sialoua est notre permanent dans la région. Il nous en dit plus dans cette correspondance. Ce budget a été adopté par les élus provinciaux après qu'il soit passé en toilettage dans la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale. Question de pouvoir donner au gouvernement Julien Paluku une véritable base pour le développement du Nord Kivu l'an 2014. L'honorable Sylvestre Nkuba Kahombo est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Vous savez que dans ce budget, nous avons, après l'avoir adopté en plénière, nous avons donné un instrument important au gouverneur pour qu'il puisse appliquer sa politique de développement en province du Nord Kivu. Il y a par exemple des projets d'investissement qui sont consignés dans ce budget. Il y a des constructions de routes et des écoles, réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la population. Donc en gros, nous avons donné un outil qui va permettre à la province de fonctionner normalement. Comme nous sommes dans une période de post-conflit, je crois que cet outil-là était nécessaire pour permettre à l'exécutif provincial de mettre en œuvre tous ces projets. Sylvestre Nkuba Kahombo recommande au gouvernement provincial le respect dans l'exécution de ces budgets tout en espérant à une année 2014 rose au Nord Kivu par rapport à ces budgets. Le gouvernement provincial fasse un effort particulier pour exécuter le budget tel qu'il a été adopté à l'Assemblée du Nord Kivu. C'est-à-dire respecter les lignes budgétaires, respecter toutes les rubriques comme ça a été voté à l'Assemblée provinciale. Vous savez aussi que le gouvernement central doit opérer des rétrocessions en faveur de la province. Si toutes ces conditions-là sont réunies, je crois qu'il y a lieu d'espérer qu'il y aura un changement dans l'exécution du budget. Notons que ce budget est estimé en recettes et en dépenses à plus ou moins 196 milliards de francs congolais. Et dans la province du Kassai occidental, on parle plutôt du programme de renforcement des capacités en gouvernance qui organise un atelier d'apprentissage de la gestion des finances publiques. Cet atelier concerne tous les membres du gouvernement provincial ainsi que les chefs des divisions de l'administration publique. Patrick Mukengeshaï. Pour 2 jours, soit le mercredi et le vendredi, cet atelier vise à outiller le participant en modalité de préparation du plan d'engagement des dépenses publiques et celui des trésoreries. À en croire, Julien Boukassa Kachama du PRCG au Kassai occidental, cette activité devra se dérouler en 2 temps. D'abord, la journée de ce mercredi qui concerne tous les membres du gouvernement provincial du Kassai occidental qui dirige le gouverneur de province Alex Seton de Mupompa, ainsi que le vice-président de l'organe délibérant du Kassai occidental, en sa qualité du président de la commission ECOFIN de l'organe délibérant. La deuxième journée, celle du vendredi, aura pour cible le chef de division de l'administration publique de la province. Pour revenir à la première journée, c'est que 5 exposés ont été animés par quelques facilitateurs. Le premier a porté sur le principe
innovations introduites par la loi relative aux finances publiques et la gestion de la dépense publique. Le second, sur la problématique d'élaboration du plan d'engagement de dépenses publiques. Le troisième, sur la technique d'élaboration du plan des trésoreries. Et le quatrième, sur le rôle de la Banque centrale dans la gestion de la trésorerie de l'État. Enfin, le cinquième portera sur la transparabilité des recettes entre les services d'assiette et la DGRCOC au Kassai occidental. Il faut rappeler que cet atelier est organisé à la demande du chef de l'exécutif provincial qui tient à l'assainissement des finances publiques en province. On ne parlera pas seulement de l'opération Likofi, mais une similaire vient de voir les jours dans la province du Kassai oriental dénommée Lukombo. Cette dernière vise à nettoyer les rues, marchés et lieux publics dans la province, surtout des personnes ou enfants visant à menacer l'ordre public et la sécurité des populations. Le gouvernement provincial du Kassai oriental s'envoie en guerre contre les enfants qui de la rue et autres délinquants à travers la province. L'opération dénommée Lukombo, entendez, en Chiluba, a été lancée ce mardi en Mbuji-Mayi. En croire le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui en a donné les temps devant la police garnison de Mbuji-Mayi, cette opération vise à nettoyer les rues, les marchés et les autres cités habitées de toutes les personnes qui peuvent mettre à mal la sécurité des paisibles populations. Hippolyte Mutombo a précisé à ce sujet que plusieurs structures sont déjà identifiées en Mbuji-Mayi et à l'intérieur de la province pour accueillir ces délinquants avant leur transfèrement, soit devant la justice, soit vers des structures d'encadrement. Déjà ce matin, des policiers sont déployés dans les différents marchés de Mbuji-Mayi. Pour nos sources, plusieurs dizaines d'enfants qui y vivent ont été arrêtés. La société civile Force vive du Kassai oriental a salué cette initiative qui devrait à son terme débarrasser la province et surtout la ville de Mbuji-Mayi de ses nombreux criminels. Le vœu toutefois de cette organisation citoyenne est de voir cette opération se dérouler dans le respect non seulement des lois du pays, mais aussi des engagements internationaux ratifiés par notre pays. Et puis, retour à Kinshasa pour parler de ce point de presse qu'a animé l'administrateur des l'USAID ce mercredi à Kinshasa pour discuter notamment des possibilités, des développements et des défis en République démocratique du Congo. Monsieur Cha a tenu ce point de presse après sa visite au barrage d'Inga 3. Nous y reviendrons dans nos éditions prochaines. Le sport, avant de nous séparer, l'entraîneur des Léopards Chan, Santos Mutubile, donne un ultimatum de 48 heures aux joueurs sélectionnés qui n'ont pas encore intégré les autres pour les entraînements qui ont débuté depuis le 16 décembre dernier. Cet ultimatum concerne plus particulièrement les joueurs du tout-puissant Mazembe et du SC Don Bosco. Ils sont au nombre de 10, dont 8 du tout-puissant Mazembe et 2 autres de Don Bosco. Voilà, c'est par cette note que se referme cette grande édition. Merci de nous suivre dans les deux Kassai. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'actualité. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.